Bonjour, chers téléspectateurs de Couleur TV. Nous sommes très ravis de revenir parmi vous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui a fait couler et qui fait couler encore beaucoup d'encre. Que vous soyez nigérien ou marocain, en tout cas, vous êtes certainement tombé sur cette nouvelle. Je parle évidemment de cet investissement de IMI Holding qui a convenu avec la ville de Niamey d'investir 3,3 milliards de dollars dans le réaménagement, on va dire, de cette ville de Niamey. Donc, c'est un sujet sur lequel beaucoup de Nigériens se sont exprimés, sur notre chaîne, sur plein d'autres chaînes, et évidemment. Des Marocains aussi se sont exprimés dessus. Donc, il y a certaines incompréhensions, il y a du débat. Donc, nous sommes là pour décortiquer un petit peu tout ceci. Mais on va essayer de mettre l'accent un peu plus cette fois-ci sur le plan social parce que beaucoup de Nigériens se posent la question et beaucoup d'Africains, à chaque fois qu'il y ait un investissement étranger, qu'est-ce que ça rapporte finalement pour le peuple? Donc on va essayer de voir et pour discuter de ce sujet combien important, j'ai à ma compagnie Monsieur Hafizou, donc économiste de formation et banquier. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et évidemment, à ma gauche, Dr Barkawi, donc docteur en cycle télédétection. Merci d'être parmi nous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également. Voilà, donc pour entrer dans le vif du sujet, on est tombé sur cette annonce. Un accord, un partenariat public-privé est convenu entre IMI Holding, comme je le disais tantôt, et la ville de Niamey. Donc, j'aimerais vous demander d'abord, Dr Barkawi, en fait, quelle est votre impression ou qu'est-ce que vous pensez de cet investissement? Tout d'abord, je remercie Couleur TV pour nous avoir invités à nous exprimer sur ce sujet assez, donc, comme vous venez de le dire, assez important. Alors, je vous encourage aussi vraiment à aller de l'avant. C'est une bonne chose. Merci. En termes de mon avis sur l'investissement là qui a été fait au Niger, pour moi, je pense un investissement quand il est fait dans un pays, il est toujours en soi, il est toujours bien. Même si c'est une petite portion de la population qui vont en bénéficier, généralement, il est toujours bien. Donc, bon, bien sûr, on va voir les impacts après par la suite, mais pour moi, je pense qu'il faut plutôt voir deux points. La contrepartie qui est derrière l'investissement et maintenant la gestion de cet investissement. La contrepartie, c'est que parfois on voit des partenaires étrangers qui viennent investir au Niger, mais la contrepartie, elle impacte la génération future. Donc, c'est la génération future qui paye la contrepartie. Et là, c'est pas bien. Donc, il faut voir ce côté d'une part. D'autre part, la gestion de cet investissement-là. Donc, parce que si je me rappelle bien, en 2010-2011, on a vu des politiciens qui ont détourné plus de 200 milliards de francs CFA, qui jusqu'à aujourd'hui, ils restent impunis, et également, jusqu'à preuve de contraire, on ne sait pas où est parti l'argent. Donc, ce sont ces deux aspects qu'il faut voir, et maintenant, en termes de jouissance, bien sûr, on va les développer par la suite. Il y a toujours donc un bien en soi dans un investissement, donc Effectivement, en tout cas, tant qu'on parle d'investissement, il y a toujours un retour d'investissement, comme on le dit. La question est, le retour est pour qui? Et justement, je me retourne au côté de l'économiste. Oui. Alors, Avisou, pour vous, en quoi ça consiste déjà cet investissement, ce partenariat public-privé et quel est votre avis là-dessus? Merci Suleiman, merci aussi à Couleur TV de nous avoir invités de participer à cette discussion qui est très importante pour nous. J'ai suivi aussi avec vous donc la communication sur l'investissement. J'ai été vraiment ébahi quand j'ai vu la somme en question et le projet qui est vraiment ambitieux, c'est ce qu'il faut dire, c'est le terme qui est approprié. Ma première appréhension de la chose, c'est que j'étais content en tant que Nigérien parce que qu'un pays s'intéresse au Niger, déjà c'est bon signe. Ça veut dire que on n'investit pas dans le vide. Quand quelqu'un s'approche vers vous, c'est qu'il pense que vous avez des potentialités. Et donc déjà ça, c'est un bon signe en soi. Et le montant des investissements, ça reflète un peu les projections. C'est qu'on parce que vous avez vu dans la communication de l'OFTI, il disait que les revenus du Niger vont tripler voire quadrupler. Donc il y a du potentiel au Niger et les Marocains l'ont vu à travers IMI Finance Holding. Et donc c'est vraiment une très belle chose. Le partenariat public-privé, il est important, comme tout à l'heure, Barkawi parlait de les détournements.
En fait, quand le partenariat est public-privé, ça permet d'éviter ce genre de choses parce que ce n'est pas du public-privé, ce n'est pas du 100% public. C'est quand c'est du public, là, la plupart du temps, il y a possibilité de faire des magouilles. Mais quand c'est du public-privé, déjà, il y a une partie privée qui attend un rendement sur son investissement. Donc, il ne va pas accepter une certaine gestion et il y a vraiment tout un travail de contrôle qui est fait derrière pour que euh, cela puisse bien se dérouler et pour que l'investisseur puisse avoir un retour sur investissement. Donc, pour revenir à la question, le partenariat public-privé, c'est quand une entité privée entre en contact avec une autre entité, parce que généralement, ce que nous sommes habitués dans la coopération, c'est du public-public. On parle de l'aide publique au développement. Par exemple, la France, à travers l'AFD, l'Agence française de développement, alloue un portefeuille qui ont dit on va allouer à certains pays qui sont en difficulté dans certains domaines prioritaires, par exemple, pour celui qui a décidé parce que c'est ça en fait le problème, parce que l'investissement public-public, l'entité qui décide de faire l'investissement, ce sont les domaines prioritaires pour elle. Donc si la France, elle pense que pour elle, c'est l'éducation des jeunes filles, par exemple, sa priorité pour elle, même si je ne dis pas que même si ce n'est pas la priorité numéro un pour le Niger, c'est là-bas qu'elle va investir. Voilà, donc Mais c'est elle qui dicte la feuille de exactement, mais quand c'est du public-public, le public, comme je l'ai dit, il attend un retour sur investissement. Il attend donc que ça soit rentable. Donc, c'est vraiment la logique consommateur. Qu'est-ce que le consommateur veut? Qu'est-ce que le Nigérien veut? C'est ça, c'est là où la priorité sera mise. Donc, Voilà, donc en tout cas c'est assez clair. Là, on Ouais. comprend tout de suite qu'il y a une gestion partagée, comme l'inquiétude qu'a soulevé Dr Barkawi sur la gestion. Oui. Donc ça veut dire qu'ici sur le partenariat public-privé, la gestion est partagée en fait. Effectivement, la gestion est partagée, ce qui donne beaucoup plus de crédit et on a vu la plupart des partenariats publics, ce sont des partenariats qui aboutissent parce que comme je l'ai dit, pas dans tous les cas, il y a pas de risque zéro, mais dans la plupart des cas, ça aboutit et généralement les résultats sont efficaces, sont encourageants parce que comme je l'ai dit, la partie publique, elle pousse et puis elle essaie de satisfaire ses investisseurs. Effectivement. En tout cas, vous avez soulevé un point qui est extrêmement important. Ça permet de lever tout équivoque parce qu'il y en a qui pensaient que c'était comme une aide au développement, justement. Donc là, il s'agit d'un investissement. Il s'agit d'une entreprise qui a vu un potentiel dans un pays, en fait, qui investit. C'est gagnant-gagnant. Ça n'a rien à voir avec l'aide au développement ou bien certains qui disent que les Marocains sont là pour piller le Niger, des choses comme ça. Bon, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça, Dr Bakary? Déjà, si on peut le dire, il y a deux types de PR, si on peut le dire. Quelqu'un qui vient vous aider, quelqu'un qui vient, il vous tend la main. Après, par la suite, il essaye donc de vous aider à vous développer. Moi, je peux pas appeler ça un PR. Maintenant, tendre la main, elle se fait de plusieurs manières, comme on a vu avec des pays occidentaux dont je ne vais pas citer les noms. On vous tend la main et de l'autre côté, on essaie de vous piquer dans le dos. Pour le moment, le Maroc, il est déjà en fait installé au Niger à travers le secteur banquier. Donc, pour le moment, en tout cas, c'est un secteur qui est assez rentable. Et si nous, pays africains, on se tient la main mutuellement, je pense qu'on peut s'interaider à aller de l'avant. À ne pas dire forcément que c'est un pays occidental qui peut venir. Les pays pilleurs, on les connaît. Je peux pas dire que le Maroc, c'est un pays, ils ont cette intention, parce qu'ils sont déjà installés au pays, on a vu les fruits qu'ils ont donnés. Donc, dire de ça qu'ils ont peut-être derrière, on ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, il faut voir la contrepartie qui est derrière ça. Par la suite, sur la base de ça, on peut dire si réellement ça rejoint à cette idée ou pas. Exactement. Donc, En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que l'exemple que vous venez de soulever par rapport au secteur bancaire, donc c'est pas nouveau, en fait. Le Maroc est déjà un partenaire. On a vu ce qu'ils sont en train de faire au Niger. Donc, si c'était vraiment le cas, on aurait vu cela au niveau du secteur bancaire. Et en plus, ce partenariat que vous venez de soulever entre Africains, la coopération sud-sud, on sait que le Maroc est leader là-dessus. Et c'est une solution qui est proposée même par les organismes internationaux. Le PNUD lui-même propose aux États africains, en fait, pour pouvoir couper un petit peu le cordon avec les puissances étrangères. Il faut que les Africains aillent de plus en plus vers la coopération sud-sud. Et aujourd'hui, c'est ce que le Maroc et le Niger sont en train de concrétiser. Donc, on ne peut qu'être content.
Alors, maintenant, on va être on va aller un peu en détail. Oui, Donc, 3,3 milliards de dollars, comme vous l'avez dit, Ouais. c'est colossal. c'est colossal. C'est colossal, les projets sont énormes. Oui, Et moi, ce qui m'a attiré un petit peu, d'abord la Smart City, une ville intelligente et connectée. Ouais. Pour le contribuable nigérien, on sait qu'aujourd'hui au Niger, la technologie n'est pas vraiment très avancée. Et sur le plan énergétique, on est encore en difficulté même pour assurer l'électricité. Donc, est-ce que vous pensez que on ne va pas plus vite que la musique, comme on le dit? Ben, écoutez, je pense que c'est vrai, il y a des contraintes qui sont là, parce que quand on parle de Smart City, ce sont des villes qui sont les villes du futur. Et il n'y a pas que le Niger, il y a beaucoup de pays qui se sont lancés dans cette optique-là, parce que vaut mieux être dans la course que de ne pas l'être. Donc, effectivement, il y a des difficultés, mais il faut être pessimiste, parce qu'il y a en parallèle des efforts qui sont en train d'être déployés pour améliorer la fourniture d'électricité, parce que sans électricité, bien sûr, il n'y a pas de smart city, c'est pas possible. Tout ce qui est technologique a besoin d'une consommation d'électricité, et si on n'est même pas capable même d'assurer la consommation, on va dire domestique, ou bien la consommation des foyers est-ce qu'on pourra même alimenter une industrie pour cela? Donc, ça pose vraiment un réel problème, mais on ne peut être qu'optimiste, euh, et surtout que il y a aussi un volet du programme qui parle des lampadaires solaires, donc qui va permettre d'atténuer un peu la consommation, une partie de la consommation électrique pourra être rédigée, parce que quand il y a des panneaux solaires, ça fait moins, parce que c'est la consommation solaire. Donc le reste de la consommation qui était censée aller dans les panneaux solaires pourrait être dirigée vers les consommations. Mais c'est vraiment toujours une bonne chose d'avoir les villes du futur, parce que pour ceux qui savent, ceux qui voyagent un peu, on va dans des villes, par exemple, on peut peut-être un exemple extrême, mais par exemple au Japon, pour ceux qui voyagent quand on voit, c'est quelque chose qui donne envie. Et pourquoi pas, pourquoi pas? Je pense qu'il faut être ambitieux. Oui, C'est c'est ce qui est le plus important. oui, oui, excusez-moi de vous couper. En tout cas, c'est ce qui est à la mode, comme vous l'avez souligné. On a vu avec la cité au Sénégal que Econ a lancé le projet. Dubaï, ils sont en train de faire la même chose, une ville vraiment futuriste. Bon, c'est vrai que pour nous, au Niger, on n'est pas encore là, mais c'est un début. Et peut-être, comme vous l'avez dit, peut-être que la solution, avec cette ambition, le fait d'être ambitieux, ça va nous permettre de se dire, bon, on ne peut pas construire une ville du futur sans pour autant assurer l'électricité. Donc, on commence par la base et après, on enchaîne. Bon, je ne sais pas si le recteur En Wakawi veut fait, réagir par rapport à ça. oui, bon, dans un projet, bien sûr, nous, on gère des projets. Il y a ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. Donc, on va pas faire un projet et faire en sorte que ce projet-là dépend de quelque chose extérieur. Donc, dans l'étude de faisabilité, bien sûr, l'aspect électricité, parce qu'on parle de smart city, donc c'est-à-dire tout est connecté. Pour que tout soit connecté, il faut bien sûr une alimentation. Certainement, dans l'étude de faisabilité de ce projet de Smart City, ils connaissent bien le Niger. Ils savent bien qu'on a des difficultés côté électricité. Donc, bien sûr, ils vont tenir compte de cet aspect et certainement, ils vont s'orienter vers le côté solaire. Ça c'est déjà la tendance. La plupart des Smart Cities, actuellement même ici au Maroc, il y en a, si vous voyez la ville de Mohamedia, Znata, donc il y a une nouvelle ville qui est en train d'être créée et ça va dans ce sens. On utilise tout ce qui est énergie solaire pour atténuer l'utilisation de tout ce qui est hydrocarbures, déjà se détacher de ça. Exactement. Et ça, en fait, ça va en fait contribuer à exploiter la ressource naturelle la plus abondante qu'on a au Niger qui n'est pas exploitée. Effectivement, non, ça c'est vrai. Et en plus, il y a un besoin qui est là, universel aujourd'hui, de se tourner vers les énergies vertes. Donc, comme vous l'avez souligné, en plus, le soleil, voilà, si ça pouvait être vendu, je pense qu'au Niger, on serait riche déjà. Oui, parce que c'est, voilà, c'est la ressource qu'on a la plus abondante qui soit. Alors, Niamey, en fait, une ville qui est quand même habitée, assez habitée, 2 millions d'habitants environ. Donc, c'est une ville qui gagne presque 100 000 habitants chaque année. Donc, c'est qui pose effectivement le problème de logement. Et d'où la réponse avec ce projet-là. Donc, 36 960 logements sociaux. Alors, ces logements sociaux, c'est bien. C'est une très belle idée. Mais quand on dit logements sociaux, en fait, ça se passe comment exactement? Est-ce que c'est vraiment accessible au peuple, à tout le monde? Bon, la caractéristique des logements sociaux, c'est que c'est fait pour
pour les citoyens à revenus bas. Parce que on sait que dans nos économies actuelles, il est difficile pour ceux qui ont des revenus très bas de pouvoir acquérir un logement. Alors c'est difficile, d'autant plus au Niger, c'est beaucoup plus important que on sait nous avons des familles un peu plus grandes, donc être en location souvent c'est beaucoup plus difficile. Donc alors la caractéristique principale c'est que elles sont vendues à moindre coût, parce que c'est pas gratuit, parce que c'est que les gens ont l'habitude d'entendre quand on dit logement social, ils pensent que c'est donné gratuitement, distribué gratuitement. Non, bien sûr, parce que vous avez vu, c'est un partenariat public-privé. Il y aura des entreprises qui sont sûrement des filiales de cette holding-là, qui vont contribuer à la création de ces logements-là, et ça aura un coût. Donc ça sera revendu, mais en contrepartie, l'État va décider, par exemple, d'abaisser l'impôt. Parce que vous savez, le coût d'un logement, il y a l'impôt derrière. Et donc, non seulement en termes de coût, l'État va fixer pour dire le prix ne doit pas dépasser tel montant, ce qui va permettre, je prends juste un exemple, si on suppose que un logement moyen, par exemple, à Niamey, ça coûte 10 millions, par exemple, l'État peut dire que ces logements sociaux-là, construits, peut-être c'est à 5 millions. Ce qui permet donc aux citoyens qui ont un revenu faible de les avoir. Et ça, c'est important parce que, comme tu l'as dit, Niamey grandit et ça grandit vite. Chaque année, 100 000 habitants et c'est pratiquement 37 000 logements sociaux. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est énorme et je pense que ça va contribuer beaucoup, ça va contribuer à alléger. Et ça fait partie vraiment des éléments positifs qu'il faut noter dans ce projet-là parce que le Nigérien qui pourrait se demander à quoi est-ce que cet investissement-là va lui apporter, ben, s'il a la chance d'acquérir un tel logement, et si c'est fait dans les règles de l'art en tout cas, parce qu'on connaît le Niger aussi souvent, ce qui est destiné aux pauvres finit entre la main des riches malheureusement, mais quand même, l'idée donc de ces logements sociaux-là, c'est que ceux qui sont à revenus très faibles puissent les acquérir. Effectivement. En plus, la zone sur laquelle ces logements vont être construits, c'est vraiment très intéressant parce que c'est une zone qui, pour le moment, elle pose plus de dégâts qu'elle apporte de solutions au niveau de la rive. Ouais. Donc, c'est vraiment une nécessité. En fait, il y a urgence quand même à ce que ça soit bien aménagé pour que ça puisse profiter. Ouais. Bon, comme il l'a dit, comment faire en sorte que ça ne tombe pas justement entre des mauvaises mains? C'est justement le point que j'aimerais évoquer parce que déjà un projet, vous venez d'évoquer Niamey, on a une population qui dépasse les 2 millions d'habitants. Et là, on a des habitations qui tournent autour de 40 000 logements sociaux. Déjà, il faut se demander dans ces 40 000 qui va en profiter, qui ne va pas profiter. Ça, c'est la première question. Deuxième question, même si on fixe un prix bas, on n'élimine pas les riches. On fixe un prix bas. On dit le prix bas, vous venez de donner 5 millions par exemple. Mais on n'exclut pas les riches. Un riche, il va venir, il va prendre 10 appartements. Et les pauvres sont où dans ça? C'est ça le véritable truc. Pour répondre à la question, je pense qu'il faut éliminer une certaine classe sociale. C'est-à-dire tout celui qui a un certain revenu, dont on estime qu'il n'est pas dans la classe pauvre. On l'exclut donc dans l'accession de ce logement-là. Ici au Maroc, il y a pas mal d'exemples. Presque toutes les habitations sont construites dans ce genre. On fait des logements sociaux et c'est ouvert à tout le monde en ce que je sache. Il y a pas de, c'est vrai, c'est à un prix bas, mais les riches viennent et ils ramassent en quantité. Donc, je pense qu'il faut fixer des critères qui vont orienter donc l'accession ou l'accessibilité de ces logements sociaux vers les pauvres, notamment en éliminant les riches et aussi en faisant en sorte que les pauvres qui ont un revenu très faible puissent avoir ces logements-là. En tout cas, ça peut être une solution, même si on ne les élimine pas complètement. En tout cas, on peut limiter leur accès. On peut, par exemple, fixer un nombre qu'il ne faut pas dépasser, en fait, pour une personne ou un groupe de personnes qui soient assez riches. Dans la plupart des cas même, il y a des limitations. Peut-être que je n'ai pas évoqué ce cas-là, mais dans la plupart des projets de logements sociaux, il y a des limitations. Bon, l'être humain trouve toujours un moyen de contourner, mais généralement, c'est limité. Par exemple, une personne ne peut pas acquérir plus d'un logement. Et aussi, comme il y a le critère du revenu, qui permet aussi d'exclure, mais les gens trouvent toujours des moyens. Et puis aussi, il y a des critères supplémentaires pour éviter qu'il y ait de la spéculation quand c'est un logement social. Quand la personne va revendre ça aussi, il y a une limitation. Donc, c'est par exemple une zone, l'État va dire dans cette zone-là, les logements on ne peut pas les vendre au-delà de tel montant. Ce qui fait que, même si la personne achète ça à bas prix et qu'il veut remonter pour faire de la spéculation, c'est bloqué. Donc, il y a vraiment toute une batterie, mais quand même il faudra adapter au contexte nigérien pour qu'effectivement, ça ne soit pas utilisé à mauvais escient. Voilà, on espère en tout cas que ça va tomber entre les bonnes. Par rapport à la réalisation de la zone franche industrielle,
et le complexe agroalimentaire. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui prévoit l'embauche du bétail, culture fourragère, abattoir, transformation de viande, filière de lait et aviculture. Donc, des choses vraiment très intéressantes qu'on n'a pas au Niger et dont on a réellement besoin. Alors, sur ce point-là, particulièrement, quand on dit complexe industriel, zone franche, il y a quand même, ça demande un personnel pour la gestion de tout ça. Ouais. Donc, comment, là, à ce niveau aussi, faire en sorte que les Nigériens ne soient pas vraiment exclus? Est-ce qu'on a, en plus de cela, est-ce qu'on a vraiment les ressources humaines nécessaires aujourd'hui pour répondre à ce besoin? Alors, déjà, si vous prenez l'exemple des partenaires comme la Chine et d'autres pays qui sont déjà installés au Niger, qu'est-ce qu'ils font? Même si la main-d'œuvre nigérienne n'est pas trop parfois impliquée dans des projets, il y a la formation de la main-d'œuvre. On ne va pas amener une main-d'œuvre et puis la laisser comme ça, tu te lances. On les forme dans le projet pour les amener à pouvoir exploiter la technologie qui est installée. Alors, quand on parle de zone franche, en général, c'est une zone, à ma connaissance, donc c'est une zone dont la production est destinée à l'exportation. Je ne sais pas si vous me corrigez. Bon, Donc, parce que il y a des zones franches ici au Maroc. Tout ce qui est produit dans cette zone n'est pas destiné à la consommation locale du pays, à moins que je me trompe. C'est destiné à une exportation. En tout cas, d'après en tout cas ce que je sais, ça va dans ce sens. Okay. Maintenant, reste à savoir si réellement ça vise cet aspect ou pas. Mais en termes de les Nigériens, l'implication, ça je pense certainement il y aura une formation derrière qui va les amener à être aptes, à être prêts bien sûr à pouvoir exploiter tout ce que vous venez de dire, l'engraissement des bétail, tout ça là, la transformation des viandes, etc. Effectivement. Sur les zones franches, il n'est pas obligatoire que ça soit destiné à l'exportation. Parce que même dans nos pays, le Code général des impôts, il prévoit déjà des zones franches. Il y a déjà. Par exemple, un investisseur, ça, c'est fait dans le but de développer une région, par exemple. Quelqu'un qui s'installe vers Zender, par exemple, il a beaucoup, ou bien c'est le Code général des impôts qui dit, telle zone est une zone franche. Quand vous vous installez, par exemple, si vous êtes à Niamey, si vous êtes censé payer 30% d'impôts, il dit là-bas, vous allez payer 20%. L'idée, c'est d'encourager les entreprises à aller s'installer là-bas pour que ça soit diversifié, pour que tout ne soit pas concentré dans les zones urbaines. C'est entre autres, il y a aussi des zones franches qui sont destinées à l'export. Donc, le terme zone franche est un peu plus global. Tout dépend maintenant de ce qu'on met à l'intérieur. Alors, Oui. par rapport à la gestion maintenant. Oui, par rapport à la Comme gestion, il a dit, oui, c'est vrai, en fait, on va partager, on peut former, mais il faut quand même un certain background, en fait. Oui, bien sûr, mais comme il a dit, généralement, ces genres de projets sont toujours accompagnés de transfert de compétences. Par exemple, ceux qui viennent à implémenter le projet, ils viennent avec certaines compétences et l'État doit exiger dans le partenariat parce que là, on ne sait pas quels sont les termes du contrat, mais l'État doit exiger forcément un transfert de compétences. Et c'est vraiment bien parce que, bon, au-delà même s'il n'y a pas de transfert de compétences, moi, je pense que c'est un domaine que le Nigérien, tout ce qui est laitier, tout ce qui est viande, parce que moi, je me suis toujours étonné que le Niger, avec le bétail qu'on a, on exporte de la matière première, on exporte le bétail vivant. Alors qu'on voit que des pays, de la viande congelée nous vient de l'Europe. Ce qui est extrêmement bizarre. Le Niger a un potentiel énorme sur ce domaine-là. Et je pense que pour moi, c'est le volet le plus important. L'agro-industrie au Niger, c'est vraiment important. Tout ce qui est lié lait, viande et bétail, et l'abattoir de Niamey fait déjà bien, mais le fait d'industrialiser ça, parce que le problème avec le Niger, c'est qu'on a un problème d'industrialisation. On fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas, il n'y a pas une chaîne de production avec une chaîne de valeur de bout en bout. Et je pense que, en tout cas, je l'espère que ce projet-là va permettre d'avoir cela. On aura une chaîne de production au lieu d'utiliser le bétail comme d'habitude, passer les frontières pour aller au Bénin jusqu'en Côte d'Ivoire pour les vendre comme ça. Qu'on puisse le vendre ici, il suffit d'aller dans les supermarchés pour voir la manière dont la viande est conditionnée. Ça donne envie. Et il y a une certaine hygiène derrière. C'est mieux que de partir à l'étalage souvent avec les mouches et autres. Vous voyez, tout ça. Souvent, il y a un peu de réticence derrière. Donc, je pense que le fait d'industrialiser, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et moi, personnellement, j'ai pas de doute par rapport à la compétence, même si peut-être il va falloir formaliser certains métiers comme celui des boucheries qui est déjà fait. Il y a même des associations au Niger pour cela, mais je pense qu'on a de la compétence, mais on aura besoin d'amélioration.
Je vous remercie. En tout cas, c'est un problème nigérien, c'est un problème africain, Bien le sûr, bien manque de sûr, transformation. bien sûr, On a toujours été fournisseur de matières premières et bien on sûr, bien reste sûr, là. bien sûr. Ce qui est malheureux et qui nous a été imposé justement à cause du programme d'ajustement structurel. Mais là, on est en train de se réveiller petit à petit. Petit à Et comme petit, vous l'avez dans un dit, festival. on espère tout simplement que ça va aboutir, mais c'est vraiment un point qui est extrêmement important. La transformation, cette fois-ci, on aura l'industrie qui va avec. Alors, très rapidement, on va finir sur ces derniers points. La mentalité, c'est notre principal problème au Niger. Est-ce que vous pensez que les Nigériens sont prêts à aller vers ça, industrialiser les gros magasins, aller faire du shopping, aller acheter de la viande sans pour autant aller chez le boucher du quartier ou du lait? Est-ce que vous pensez que on est encore prêt sur ça ou bien il faut vraiment un certain éveil de conscience derrière? Je pense qu'il faut une sensibilisation dans ce sens parce que vraiment, je prends mon cas. On dit, je prends mon cas, la charité bien ordonnée commence par son nom. Je prends mon cas, sincèrement, avant de venir au Maroc, j'ai jamais fréquenté une alimentation. Tout ce que j'ai besoin, je pars, je l'achète, disons pas au marché noir, mais quand même sur la place publique. Tout ce qui est alimentation, tout ce qui est aller dans une boucherie comme on le fait ici, sincèrement, c'était pas trop dans ma mentalité. Mais une fois ici, ça m'a permis de faire la différence. Tout à l'heure, on évoquait les mouches sur les viandes, etc. Et là, tu vois, quand tu rentres dans une boucherie, comment la viande est conservée, comment ça te donne envie. Tu sens que toi-même, même si tu ne vois pas ce qu'il y a derrière, tu sens qu'il y a en tout cas un soin qui est là, il y a une gestion qui est là. Pour que les Nigériens puissent prendre conscience de ça, il faut une sensibilisation. Et l'autre aspect aussi, c'est que il y a toujours l'aspect de revenu. Les Nigériens, en général, ils se disent, pourquoi je vais aller acheter 1 kilo à 2000 alors que je peux l'avoir à 1000 francs? Et c'est là le problème. Là-bas, c'est vrai, il y a l'hygiène qui est là et ça fait que le prix, il change un peu. Exactement. Mais le Nigérien, il y a toujours cette mentalité. J'ai une différence de 1000 francs. Bon, je parle dans la monnaie. Oui. Pourquoi je vais aller dépenser 2000 alors que je peux l'avoir la même chose la même chose entre guillemets à 1000 francs. Donc, il faut sensibiliser ces Nigériens ou la plupart, en tout cas, à les amener, à leur montrer les bienfaits et l'avantage de pouvoir consommer, bien sûr, tout ce qui est en tout cas transformé. Bon, bien sûr, tout ce qui est transformé, même transformé, parfois il y a des inconvénients avec les OGM, aussi les produits conservés, les produits chimiques, mais quand même, quand on parle de viande transformée, donc des abattoirs, de boucheries, là, il faut beaucoup plus vers tendance. Si vous prenez le cas de la ville de Zander, vous partez acheter de la viande, vous ne pouvez même pas voir la chair de la viande. Les mouches ont tellement couvert de la viande qu'il faut juste rentrer sur YouTube, vous allez voir. Il y a tellement de mouches que tu ne peux même pas voir la chair rouge de la viande. Et là, comment tu peux l'acheter? Exactement. Rien que pour la sécurité, en tout cas, et l'hygiène sanitaire, comme vous l'avez dit, c'est très important. Très vite, on va finir avec vous. Écoute, moi, je pense que pour le côté mentalité, chaque pays a son niveau de développement. Moi, je pense que ça sera pas un frein au Niger, parce qu'actuellement, par exemple, au Niger, est-ce que les gens vont le Nigérien est beaucoup culturellement, il est beaucoup plus facile pour lui d'aller au marché que d'aller dans un centre commercial. Mais jusqu'à présent, il n'y a que des marchés. Et donc, il faut toujours tenter de nouvelles expériences pour voir. Et moi, je pense que avec le développement de la classe, on va dire la classe moyenne, parce que vous avez des gens, par exemple, je prends juste un exemple, par exemple, un banquier ou bien, je sais pas, un auditeur ou bien un avocat. Il va plus aller vers quelque chose d'hygiénique, de formel dans son alimentation. Parce que, donc, je pense qu'avec avec l'éducation, avec le développement il y aura une exigence qui vont obliger, même ceux qui le font traditionnellement, à améliorer. Donc, moi, je pense que c'est une tendance qui est inévitable. C'est vrai, ça va avec des coûts aussi, mais il faut pas oublier aussi que les revenus aussi augmentent avec le temps. Donc moi, je pense que c'est pas forcément un problème de mentalité, non, c'est juste culturel. Et c'est pas bon ou mauvais. C'est juste le Niger, à son stade de développement actuel, elle a une économie, elle a des offres qui lui correspondent. Mais quand on va commencer à aller un peu, on va dire, plus il y a de l'évolution, plus les gens vont accepter d'autres. Et puis les gens sortent, comme vous l'avez dit, les gens voyagent beaucoup plus. Les gens ils vont au Maroc, ils vont en Algérie, ils vont, je sais pas, en Turquie, ils voient des choses. Quand ils viennent, cela crée aussi, donc, demain, moi, je pense que s'il y a un grand centre commercial, il y aura aucun souci. Déjà, il y a des centres commerciaux qui sont pas assez grands, ou de Younoussa, Hadal Khalil, où les gens partent, il faut voir l'engouement. Pourtant, le grand marché est tout juste à côté à Niamey.
Donc, je pense que c'est pas un problème d'offre, c'est juste un problème de niveau de revenu. Et plus il y aura une classe moyenne qui sera grande, plus il y aura beaucoup plus de demandes et ça va entraîner des changements positifs dans la société. C'est ce qu'on souhaite justement. En tout cas, un grand merci à vous. Le débat a été très intéressant. Donc, un merci à Dr. Barkawi, un grand merci à M. Hafizou. Voilà, nous espérons sincèrement que ce projet va aboutir d'ici 8 ans, c'est ça, 8 ans de réalisation. Nous espérons que demain nous allons voir cette nouvelle ville, ce nouveau visage de Niamey qui sera tout simplement joli. Et un point qu'on a peut-être omis ou qu'on n'a pas eu le temps de toucher justement, c'est l'image de la ville. C'est quelque chose dont nous avons besoin, c'est quelque chose que nous allons vendre aussi à l'extérieur. Et nous ne pouvons qu'en être fiers. Et nous invitons tous les Nigériens à embrasser ce projet, à se l'approprier, comme vous l'avez dit. C'est une question de réalité. La réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc demain, c'est un autre Niger, c'est des autres Nigériens. Et voilà, on va aller vers cette évolution. Merci à vous. Et restez connectés avec Couleur TV pour d'autres prochains débats, toujours sur ce thème et sur d'autres thèmes. Merci.